Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du cours d'analyse de données et de modélisation de systèmes environnementaux. Et le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'apprendre à résoudre de manière numérique une équation différentielle ordinaire avec la méthode de L'Aire et avec la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4. Ces deux méthodes sont très souvent employées pour résoudre les équations différentielles ordinaires et c'est vraiment une des techniques de base qu'on va utiliser pour toutes sortes de problèmes. Donc c'est important de passer un peu de temps dessus. Donc pour commencer, le problème que l'on veut résoudre est une équation de ce type, où on a une variable qui décrit un système qui nous intéresse, une variable d'état. Vous pouvez imaginer, c'est le niveau d'un lac, le nombre de bactéries dans un environnement à l'échelle microscopique, la population de lynx dans le Jura, ou c'est n'importe quelle variable. Donc V, ça représente un nombre qui décrit une variable d'état d'un système qui nous intéresse dans la modélisation d'un système environnemental. T, c'est le temps. Et ce que nous dit cette équation différentielle ordinaire, c'est que la variation de cette variable d'intérêt, le V, par rapport au temps, peut être exprimée comme une fonction de cette variable, le V, et du temps. Donc vous pouvez imaginer, ici, vous avez la population, la variation de population dans un environnement va être proportionnelle à la taille de la population elle-même et avec le temps. Et puis ici, on aura des coefficients, on aura une fonction g qui peut être plus ou moins compliquée. Et notre but, c'est de résoudre ce type d'équation pour n'importe quelle forme de la fonction g. Donc g, vous pouvez voir cette fonction g comme une fonction qui exprime le taux d'accroissement, le taux de variation de la variable d'intérêt v en fonction du temps. Pour résoudre ce problème, la première étape que l'on va faire, c'est diviser le temps en un nombre fini de moments où on va faire le calcul. On appelle ça la discrétisation temporelle, et pour ça, on va définir un pas de temps qui va être la durée entre deux de ces valeurs successives auxquelles on va faire les calculs. Donc ici, on démarre d'un temps 0 qui est le début de la simulation, et on veut aller jusqu'à un temps final Tn, et donc entre chacune des valeurs, on aura un temps qui est identique, qui sera delta t, qui est le pas de temps de la simulation. Par exemple, vous voulez simuler pendant un an, on va faire un calcul chaque jour, on va avoir nos 366 valeurs de temps, il y aura le t égale 0, c'est le début du premier jour, et tn, ce sera la fin du dernier jour. D'accord? Donc pour chacun de ces temps, pour chaque TI, donc de T0 à Tn, ce qu'on veut faire, c'est calculer la valeur de la fonction d'intérêt, la population de lynx par exemple, à ce temps-là. Donc on va avoir un nombre fini aussi de valeurs qu'on doit calculer. On va partir de V0, qui est la population initiale de lynx par exemple qu'on connaît, et on veut calculer pour chaque année ou pour chaque jour comment cette population va évoluer au cours du temps. Donc pour faire ça, on a l'équation différentielle initiale, où on connaît l'expression du taux d'accroissement de la dérivée, et pour tous les temps choisis, de t0 à tn, on veut calculer les valeurs correspondantes de la variable d'intérêt. Pour construire la méthode numérique, on va se baser sur la définition de la dérivée. L'équation qu'on veut résoudre contient une dérivée, mais on va avoir que des valeurs finies à des pas de temps discrets de la fonction qu'on cherche à résoudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher cette dérivée au temps ti par un accroissement fini, c'est-à-dire l'augmentation de la fonction que l'on étudie, divisé par le pas de temps, delta t. Et si ce pas de temps est petit, delta t, la limite de l'accroissement divisé par le pas de temps, donc le taux d'accroissement de la fonction v, va tendre vers la dérivée. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher la dérivée par l'accroissement fini, par les différences finies entre la valeur au temps ti plus 1 moins la valeur au temps ti, ici, divisé par le pas de temps. Donc si on fait ça et qu'on remplace dans l'équation différentielle qu'on a au départ la valeur de la dérivée à gauche du membre de gauche de cette équation par son approximation avec une différence finie entre les deux valeurs au temps ti plus 1 moins vti divisé par le pas de temps, vous voyez que dans cette équation, si on suppose qu'on connaît tout au temps ti, la valeur au temps ti et le temps ti,
À ce moment-là, on peut exprimer la valeur au temps ti plus 1 simplement comme étant égale à la valeur au temps ti plus le pas de temps fois la fonction qui nous permet de calculer la dérivée, donc ce taux d'accroissement. Donc on a maintenant tout ce qu'il faut pour construire la méthode de l'air. Ça va être quoi? Ça va être l'application itérative de la formule qu'on vient de voir. Donc comment ça marche cette méthode de l'air explicite? Vous démarrez de la valeur initiale que vous connaissez de la variable d'intérêt, vous fixez le pas de temps, et puis pour tous les temps à partir du premier jusqu'au dernier, donc pour T1 jusqu'à Tn, on va calculer la variable d'intérêt en fonction de la valeur précédente, en rajoutant l'incrément qui est calculé en multipliant la dérivée de cette fonction que vous connaissez, parce que vous connaissez la fonction g, vous la multipliez par le pas de temps et on retrouve la valeur suivante. Donc si vous connaissez V0, vous pouvez calculer la dérivée au point 0, multiplié par le pas de temps, vous allez connaître V1. Une fois que vous connaissez V1, vous pouvez le mettre ici, et calculer V2, et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre de trouver une solution approchée de la solution exacte à cette équation, et ça sera une solution qui sera de bonne qualité, de bonne précision, si delta t est petit. Donc pour illustrer rapidement comment on peut coder cette méthode de l'air, je propose de prendre un cas très simple qui est l'équation de la décroissance radioactive. Donc ici, la variable d'intérêt, on l'a notée n, c'est le nombre d'atomes de ce composé radioactif. Sa variation, son taux de variation dn sur dt, donc la dérivée, va être égal à moins lambda, la constante de désintégration, fois le nombre d'atomes que vous avez à l'instant t. Donc si vous voulez partir par exemple d'un nombre d'atomes à t égale 0 qui est égal à 100, on aimerait prévoir au bout d'un certain temps à combien d'atomes on aura. Donc vous savez que c'est une exponentielle décroissante, on connaît la solution analytique, mais là ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est de coder la solution avec la méthode de l'air pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc je commence par charger les deux modules, NumPy et Matplotlib comme d'habitude. On va définir les paramètres de cette solution. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le nombre initial d'atomes, n0 égale 100, c'est la valeur initiale. Lambda, c'est notre coefficient, notre constante de désintégration radioactive pour cet atome fictif. Je l'ai imposé à 0,015. Et puis l'équation qu'on veut résoudre, la partie qui est ici à droite dans notre équation, c'est la dérivée, le taux de variation de la variable d'intérêt, ici c'est n. Je le définis dans une fonction g de n qui va me renvoyer, vous voyez, pour n'importe quelle valeur de n, ça va renvoyer la dérivée. Donc c'est simplement la partie à droite de cette équation, moins lambda 0,015 fois le nombre d'atomes. Je vais maintenant faire quelque chose, c'est de construire le vecteur, donc le tableau qui va contenir tous les pas de temps. Je veux simuler de temps égal à 0 jusqu'au temps égal à 200, et puis je veux un pas de temps de 2. Donc la première chose que je dois faire, c'est savoir combien de pas de temps je vais utiliser pour ma discrétisation du temps. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va devoir diviser le temps maximum par le pas de temps. Ça va me donner le nombre d'intervalles de temps entre 0 et Tmax. Comme je vais discrétiser, je peux avoir seulement un nombre entier de valeurs de temps que je vais considérer. Donc je vais prendre la partie entière de ce calcul. Je vais arrondir et je dois rajouter 1 parce que je vais commencer T0 et je veux arriver jusqu'à Tmax. Donc le nombre de valeurs de temps, c'est le nombre d'intervalles Tmax divisé par dt plus 1 parce que j'ai une valeur de plus à l'extrémité. Donc ça me permet de définir combien je vais considérer de temps dans mon calcul avec la méthode de l'air. Si je veux faire un graphe en représentant la solution en fonction des temps, j'aurai aussi besoin des valeurs de temps. Donc je vais construire un vecteur des temps, une matrice, un tableau qui va contenir tous les temps depuis 0 jusqu'à Tmax. Pour ça, je peux utiliser la fonction linspace de NumPy en donnant 0 comme valeur initiale, Tmax comme valeur finale et nt pour indiquer le nombre de valeurs que je veux générer. Et je vais imprimer ces
temps pour voir et vérifier. Je ne me suis pas trompé, donc je commence à un temps de 0 et je vais jusqu'au temps maximum de 200. Et si je regarde la taille, la forme de cette matrice, j'ai bien 101 valeurs. J'ai bien 200 divisé par 2, ça fait 100, plus 1, c'est correct. Donc ça, c'est mes temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut construire le vecteur, la matrice qui va contenir le nombre d'atomes pour chaque temps qu'on vient de définir ici, et on va appliquer la méthode de l'air pour calculer tous ces nombres. Donc, pour stocker toutes les valeurs que je vais calculer, il faut que je crée en tout premier lieu un tableau de valeurs qui aura la bonne taille. Donc, c'est un tableau qui contient des zéros, et il aura exactement le même nombre de valeurs que c'est ce que j'ai de pas de temps. Donc je vais juste faire n égale np 0 nt, et je vous montre ce que contient ce tableau pour commencer. On a bien des zéros, et on en a, si je fais point shape, on doit avoir 101 valeurs égales à 0. La première valeur dans ce tableau, c'est n0, je peux l'afficher, pour l'instant c'est 0. En fait, ce ne sera pas n0, c'est la valeur initiale qu'on a choisie ici. C'est ma valeur initiale dans le problème que j'essaie de résoudre. Donc j'ai juste copié dans le tableau la valeur initiale que je connais, c'est n0. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais appliquer la méthode de l'air maintenant pour toutes les valeurs successives à partir de la valeur numéro 1, donc c'est la suivante, c'est la deuxième en position, mais ça sera celle qui aura l'indice 1, jusqu'à la dernière. Donc comment je fais ça? Je fais une boucle for i in range 1 jusqu'à nt. Je veux calculer le nombre d'atomes pour le pas de temps i. Donc i va commencer à 1, en fonction du nombre d'atomes que j'avais juste avant, donc c'est ni-1. Là je suis en train d'appliquer la formule de l'air qu'on a vue tout à l'heure, plus quoi? Plus la dérivée en ce point-là, donc la dérivée, je l'ai définie ici, c'est g, où au point n-1, donc en fonction de la valeur que j'avais avant, et il faut encore que je multiplie par dt. Vous vous rappelez, dans la formule de l'air, on a ça, on avait le dt fois la valeur de la dérivée. Donc une fois qu'on a exécuté ce calcul, on a maintenant stocké à l'intérieur du tableau n, de l'array n, toutes les valeurs du nombre d'atomes qui évoluent au cours du temps. Donc vous avez 100, puis 97, puis 94.09, etc. Donc la seule chose qui nous reste à faire maintenant, donc là on a résolu le problème du point de vue mathématique, on a une approximation numérique de la solution de cette équation différentielle ordinaire. Maintenant la seule chose que j'aurais peut-être envie de faire, c'est faire un graphe pour représenter la solution. J'ai préparé un graphe ici. Donc ce que je fais, c'est juste le plot de n en fonction de t, et puis j'ai mis une petite légende. Et vous voyez qu'on a bien cette solution qui démarre à 100, le nombre d'atomes est 100 au départ, et ça diminue jusqu'à un temps de 200, on voit l'évolution. Si on avait calculé la solution analytique qu'on avait superposée sur cette courbe, on verrait que c'est une très bonne approximation, que notre méthode numérique, toute simple, on a juste appliqué cette équation de façon itérative, donne un bon résultat. Bon, passons maintenant à la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, qui est une méthode plus précise. Pour présenter cette méthode, je vous ai préparé un petit problème un petit peu plus compliqué que la décroissance radioactive qu'on vient de voir. Un problème dans lequel l'équation différentielle qu'on veut résoudre est la suivante. On a la dérivée de y par rapport au temps qui est égale à la racine carrée de y fois t à la puissance 0,7 divisé par 4. Donc, ce qui est différent par rapport au cas précédent, c'est que là, la dérivée, la fonction g, dépend à la fois de y et de t. Sur la droite, ce que vous voyez, c'est une représentation des valeurs de cette dérivée, donc de cette fonction g de y de t, en fonction de t et en fonction de y sur le carré 0,10. Donc cette dérivée augmente, vous voyez, quand t ou y augmente,
mais pour n'importe quelle valeur de t ou de y, ça varie suivant les deux axes. Donc, si on veut résoudre cette équation, on doit partir d'une valeur initiale. Donc, imaginez que je parte de y égale 0,5 ici. On peut intégrer et vous obtenez en blanc une des solutions particulières pour ce problème-là. Donc, c'est celle-ci qu'on va étudier dans cet exemple. Et pour commencer, on pourrait imaginer résoudre ce problème-là avec la méthode de l'air, et en faisant quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre un pas de temps qui est trop grand. Donc imaginez que j'ai déjà calculé une position au temps ti qui se trouve ici à un temps de 2, et j'ai choisi un pas de temps qui est très très grand, qui est de 5, et j'essaie de prédire la valeur de la fonction pour un ti plus delta t qui serait égal à 7. Si j'applique la méthode de l'air, vous avez l'équation là-haut, je vais calculer que le y au pas de temps suivant serait égal à yi, donc yi plus 1 serait égal à yi, plus le pas de temps, donc 7 fois la valeur de la dérivée calculée en ce point ici. Je vais arriver où? Je vais arriver en ce point vert. La vraie valeur est beaucoup plus haut, vous voyez, elle est là-haut, et donc je vais avoir une erreur qui est très importante parce que j'ai pris un pas de temps beaucoup trop grand. En fait, il faudrait que je décompose avec des pas de temps beaucoup plus petits pour pouvoir représenter correctement ma solution. Donc ce problème est vraiment courant, et pour l'éviter, il y a plein de méthodes qui existent. Une des méthodes les plus faciles à implémenter, et qui est assez puissante et qui permet vraiment d'améliorer les choses, c'est cette méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4. Et elle consiste en quoi? Elle consiste à reprendre exactement le même type d'approche que la méthode de l'air. Donc on va faire une méthode progressive, explicite. Ici on va connaître tout ce qu'il faut, on va prédire la valeur de la fonction au temps suivant à partir du temps précédent, mais on va ajuster le calcul de la pente qu'il faut employer pour faire la prédiction. Et plutôt que de faire juste prendre la pente locale, la dérivée locale, on va faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Alors les raisons pour lesquelles on fait ça, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, simplement je vais vous dire que cette pente, ce taux d'accroissement moyen, on va l'estimer en faisant 4 calculs, je vais vous montrer le détail, à 4 positions différentes dans l'espace entre ti plus 1 et ti, et ces 4 estimations de la pente, des dérivées, on va en prendre une moyenne, et on va se servir de cette moyenne pour faire la prévision au pas de temps suivant. Donc qu'est-ce que sont ces valeurs K1, K2, K3 et K4? Voilà l'idée. On démarre comme avec la méthode de l'air, vous êtes à un certain temps ti, et en ce point, vous connaissez la dérivée, parce que vous avez l'expression analytique du taux d'accroissement de la dérivée, donc vous pouvez dire pour une certaine valeur de y et de t qui correspond à ce point-là, je vais dire ici c'est t1, y1, je peux calculer la pente, et ça va être ma valeur k1. Donc ça c'est exactement comme la méthode de l'air. Si vous aviez juste ici pris uniquement K1 et remplacé Km par K1, vous auriez la méthode de l'air. Maintenant, une fois qu'on connaît cette pente initiale, ce qu'on va faire avec la méthode de Runge-Kutta, c'est avancer comme on le ferait avec la méthode de Euler. On va faire un petit pas, mais on fait un petit pas de la moitié du pas de temps. Donc on va avancer depuis ti jusqu'à ti plus la moitié du pas de temps, le pas de temps divisé par 2, delta t sur 2. Donc on avance, on arrive à cette position-là. On connaît la valeur, une valeur y ici, et en ce point ici, maintenant, vous voyez qu'on a fait une erreur par rapport à la vraie valeur, mais en ce point ici, on peut calculer la valeur du taux d'accroissement, la dérivée. Donc en ce point ici, on est à un temps qui est t1 plus delta t sur 2, qui est ce temps-là, et puis sur l'axe y, on est à la valeur y1 plus K1 fois delta t sur 2. On a avancé de la quantité sur l'axe Y liée à la pente qu'on vient d'estimer au point précédent. Donc ici, en ce point, le point orange, vous pouvez à nouveau estimer la pente en appliquant votre fonction g, et vous allez avoir la direction qui est indiquée par cette flèche verte qui nous dit dans quelle direction il faudrait aller pour aller chercher le point suivant. Ce qu'on va faire maintenant, avec Runge-Kutta, on va prendre cette estimation de la pente K2 et la ramener au point initial. Donc
la valeur de la pente que vous aviez ici, à la moitié du pas de temps, on la ramène au point initial. On va, comme tout à l'heure, refaire un pas jusqu'au milieu du pas de temps, jusqu'en TI plus delta T sur 2, et on va tomber sur ce point orange. Et là, on va re-estimer à nouveau la pente. Donc c'est ce qui est indiqué par cette équation. G, c'est la fonction que vous connaissez qui permet de calculer la dérivée. On va la calculer où? Cette fois-ci, on la calcule à nouveau au milieu du pas de temps, donc T1 plus delta T sur 2, et pour la valeur Y qui a été prédite avec la pente K2 cette fois-ci. Donc au calcul d'avant, vous estimez K2, et maintenant vous vous en servez pour aller vous positionner en un point où on va re-estimer la pente en ce point-là. Donc ça donne cette deuxième pente, cette troisième pente bleue maintenant que vous avez ici, ça c'est la pente K3, le taux d'accroissement K3. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va à nouveau le ramener à l'origine, et cette fois-ci on fait une prédiction pour un pas de temps complet. On avance de TI jusqu'à TI plus delta T, c'est ce que vous voyez ici dans cette équation. Donc on est passé maintenant à TI plus delta T, et on va aussi augmenter la valeur de Y en prenant cette pente K3 qu'on vient d'estimer. Donc on monte depuis la valeur de Y qui est ici jusqu'à la valeur Y prédite avec la pente K3. Donc K3 fois delta T, ça nous donne cette position-là, plus Y. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve une nouvelle pente là-haut, on trouve une nouvelle estimation de la dérivée. Donc on a prédit une position, on va estimer la dérivée là-bas. Et maintenant on a K1, K2, K3, K4. Donc on ramène tout à l'origine. Et vous voyez que vous avez ces quatre estimations de pente qui sont à l'origine. La première qui est une sous-estimation, les deux valeurs du milieu qui sont pas trop mal, et la dernière qui était probablement une surestimation de la pente pour faire le pas entier. Donc qu'est-ce que propose Runge-Kutta? C'est de prendre une moyenne de ces quatre estimations de la pente, K1, K2, K3 et K4, et de les pondérer, de donner plus de poids aux deux valeurs intermédiaires, les K2 et le K3, et de donner un poids un petit peu plus faible à K1 et K4, qui sont les deux valeurs représentées en noir ici, qui sont extrêmes. Donc on a 4 valeurs, on va donner un poids de 2 sur les deux valeurs intermédiaires, donc au total on a un poids de 6, on fait une moyenne avec des poids qui vont s'équilibrer. La somme va être égale à 1. 1 plus 2 ça fait 3, plus 2 plus 1 ça fait 6, divisé par 6, on a bien une somme de poids qui est égale à 1. Une fois qu'on a trouvé cette pente moyenne pour l'intervalle de temps entre TI et TI plus delta T, vous pouvez appliquer votre prévision, comme on a fait avec la méthode de l'air. On va prédire la nouvelle valeur de Y comme étant la valeur de Y au début du pas de temps, plus le pas de temps entier fois cette pente moyenne. Et vous voyez sur cet exemple qui n'est pas évident, qu'on arrive très très proche de la solution réelle, alors qu'on a fait un pas de temps beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on devrait faire. Donc la méthode, par rapport à la méthode de l'air, vous voyez qu'on a beaucoup amélioré la précision dans ce cas-là. Donc en pratique, ce que vous allez faire, c'est un peu comme on a fait avec la méthode de l'air, on va écrire un algorithme qui va itérer sur les différentes positions pour les différents temps. Vous commencez par initialiser pour les valeurs de la variable d'intérêt initiale, B0 ou Y0. Vous fixez votre pas de temps, et puis pour chaque temps, vous allez répéter estimation de la pente au point de départ, et puis vous utilisez cette pente pour faire l'estimation au demi-pas de temps, où vous allez trouver K2, puis vous réappliquez la même formule pour un demi-pas de temps, mais en prenant le K2 que vous venez de trouver pour estimer la nouvelle position, vous trouvez la pente K3, et vous la mettez à nouveau dans la même formule, mais cette fois-ci pour un pas de temps complet, T1 plus delta T, avec le K3 delta T ici, et on trouve la quatrième pente, et puis vous n'avez plus qu'à faire cette moyenne pondérée, K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 divisé par 6, ça vous donne la pente moyenne sur l'intervalle, et puis ensuite vous faites ce pas qui vous permet d'estimer la valeur au pas de temps TI plus 1 en fonction de la valeur au pas de temps TI. Dans beaucoup de cas, les équations différentielles ordinaires qu'on emploie ont une dérivée qui ne dépend pas de manière explicite de la valeur du temps. Ici, vous vous rappelez, la fonction qu'on cherche à intégrer contient le temps dans l'expression de la dérivée. Il y a beaucoup de cas où la dérivée dépend que de Y. Dans ce cas-là, vous pouvez simplifier un tout petit peu l'équation. Ici, c'est avec des pas de temps.
Ici, vous avez la même équation, mais sans le temps. Juste, le taux d'accroissement dépend juste de la variable y, c'est la même chose. Ok, pour terminer, j'aimerais juste vous montrer rapidement comment on peut coder la méthode de Runge-Kutta. On va juste prendre la méthode de l'air qu'on avait ici, on va la dupliquer, et puis on va changer le nom de la variable pour la méthode de Runge-Kutta. Je vais juste, oui c'est là, je vais juste rajouter un R, et donc on aura un deuxième tableau. On a le tableau qui contient les valeurs de n, qui sont le nombre d'atomes pour chaque pas de temps, c'est ce qui est calculé ici avec la méthode de l'air, et le deuxième bloc qui est ici, ce sera le nombre d'atomes calculé pour chaque pas de temps avec la méthode de Runge-Kutta. Donc la base c'est la même, on a ce calcul, on initialise, on crée le vecteur de départ dans lequel on va stocker les valeurs, on initialise à la première valeur et on fait la boucle sur tous les pas de temps. Ce qui va changer, c'est que ici, au lieu de multiplier le pas de temps entier par la dérivée au début du pas de temps, donc pour le temps ti-1, on va multiplier par km. Et on doit calculer ce km, qui est la moyenne pondérée de 4 valeurs. La première, c'est rien d'autre que la dérivée au début du pas de temps, comme on avait calculé avec la méthode de l'air. Donc c'est K1 égale la dérivée au début du pas de temps, donc pour la valeur du nombre d'atomes à i-1. Puis maintenant, on doit calculer la dérivée, donc toujours avec la fonction g, hein, qui est la fonction qui renvoie la dérivée pour n'importe quelle valeur de n. Donc la dérivée calculée pas au début à ti-1, mais à ti-1 plus ce qu'on aurait à un demi pas de temps si on utilisait K1 pour faire la prévision. Donc je vais prendre ce K1 fois le dt divisé par 2. Ça va me donner l'estimation de la pente au deuxième point. La pente numéro 3, ça va être la même chose, sauf que au lieu d'augmenter de la quantité K1 fois dt sur 2, on va augmenter de la quantité K2 fois dt sur 2. Et la dernière pente estimée, c'est la prédiction pour un pas de temps complet avec la pente K3. Ici on met K3 pour un pas de temps complet. Et ça va être la pente K4. La pente moyenne, Km, on a dit, c'est la somme de ces trois valeurs, mais avec un coefficient 2 pour les deux valeurs intermédiaires, K2 et K3. Et on divise tout ça par 6 pour avoir une moyenne pondérée. Je vais exécuter ça, et ça, maintenant, ça me donne la prévision faite avec la méthode de Runge-Kutta. Donc si ici j'ai juste mon plot, je fais le plot des résultats obtenus avec la méthode de l'air, les plots obtenus avec RK4, on va comparer. Alors, quel est le temps que j'ai pris pour un petit pas de temps? Oups. Il faut que j'exécute les deux. Je change tout. Tac, tac, tac. On voit que c'est presque pareil. Il y a une toute petite différence entre Runge-Kutta et la méthode de l'air. Si maintenant je prends un pas de temps qui est beaucoup plus grand, donc je vais venir ici et puis je vais vous prendre un pas de temps de 40, je refais tous les calculs, là on voit que ça va commencer à être très différent. Alors quelle est la bonne solution? On pourrait comparer en dessinant sur le même graphe la solution analytique qui est n0 fois l'exponentielle de moins lambda fois le temps. Et ça, ce serait la solution de référence analytique. Donc là, on voit bien la solution de référence analytique. Elle est, je vais mettre peut-être des symboles avec des ronds, on va voir. Elle est vraiment très proche de la solution de Runge-Kutta. La solution numérique de l'air, elle est beaucoup moins précise.
Donc en résumé, on a vu la méthode de l'air qui est simple à implémenter. Il faut faire attention aux erreurs numériques si vous avez des pas de temps qui sont trop grands. La méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4 est souvent utilisée en pratique car elle est plus robuste et plus précise. Dans tous les cas, vous n'allez pas connaître l'erreur à l'avance, donc c'est vraiment important que vous passiez un peu de temps, une fois que vous avez implémenté ces méthodes, pour tester la sensibilité du résultat à différentes valeurs des pas de temps. Et si, quand on réduit les pas de temps, la solution ne bouge plus, en général, c'est qu'on a convergé vers une solution qui est raisonnable.